Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la technique du pastel sec. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tableau représentant une maison en pierre avec un escalier au premier plan et un petit jardin que l'on aperçoit en arrière-plan. Je vais vous faire profiter de conseils en abordant quelques principes essentiels qui m'ont aidé à réaliser ce tableau et qui vous permettront probablement et également d'enrichir vos futures créations. Ces principes de base sont au nombre de 4 dans cette vidéo: les textures, l'ombre et la lumière, la superposition des couleurs et enfin comment composer votre scène pour qu'elle attire l'œil de l'observateur. J'ai donc commencé mon tableau avec une esquisse rapide pour me donner les dimensions générales et la composition donc de ma maison. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai décalé mon pilier qui était au centre de l'image parce que je trouvais qu'il n'avait pas un intérêt esthétique. Si c'était juste pour porter la rambarde sur la terrasse, je l'ai décalé un petit peu sur la gauche et d'ailleurs je l'ai corrigé à plusieurs reprises, nous allons le voir dans le tableau. Je n'ai pas fait de traits, de lignes de fuite, j'ai fait une perspective comme ça à main levée. J'aurais pu y passer un petit peu plus de temps, mais c'était pas le point qui m'intéressait le plus dans cet exercice. Donc j'ai reproduit une perspective un petit peu pifométrée avec beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Et j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, il y a des erreurs dans ce tableau que je reprendrai et que je vous commenterai. Donc vous verrez comment corriger certains points que j'ai voulu changer dans mon tableau et qui ne me plaisaient pas. Voilà, tout simplement. Je referme ma parenthèse et nous allons commencer par le premier principe, un des plus importants lorsqu'on fait un tableau, au pastel sec mais aussi avec n'importe quel autre médium, ce sont les ombres et la lumière. Donc l'ombre et la lumière jouent vraiment un rôle fondamental dans la construction de n'importe quel tableau. Ce sont des éléments vraiment essentiels qui permettent de créer du volume, de donner vie aux formes et d'ajouter une dimension à l'œuvre dans sa globalité. Avec le pastel sec, les jeux d'ombre et de lumière peuvent être magnifiquement rendus grâce à la richesse des couleurs et aussi à la facilité avec laquelle on peut superposer les couches de pastel et les estomper. Dans cette partie de la démonstration, je vais vous montrer comment l'ombre et la lumière ont été utilisés pour définir mes volumes et créer une ambiance, mettre en valeur certains détails du tableau. D'ailleurs, j'ai commencé par représenter en premier les zones chaudes, couleur, lumière et soleil, et les zones froides avec des mauves pour les parties qui se trouvent à l'ombre. Alors comment comprendre bien comme il faut les ombres et la lumière? C'est vraiment une question avant tout d'observation. Avant même de poser votre pastel sur le papier, il est vraiment essentiel d'observer attentivement la source de lumière. D'où provient-elle? Quelle est son intensité? Comment éclaire-t-elle les objets? Et comment les ombres se forment en conséquence? Dans ce tableau, je réalise ici, la lumière vient clairement du côté gauche, un soleil plutôt de fin de journée, on va dire qu'on est à peu près en été vers 17h, 18h peut-être. Cette lumière directe est idéale pour donner des ombres nettes, définies, et elle doit aussi être traitée avec subtilité pour éviter des contrastes qui seraient trop durs. Une erreur fréquente est de voir l'ombre et la lumière comme deux entités opposées. Pas du tout. En réalité, il existe une infinité de nuances entre les zones lumineuses et les zones ombragées. C'est une gamme de valeurs vraiment intermédiaire qui va permettre de donner une véritable profondeur à votre œuvre. Et dans ce tableau, j'ai utilisé des ombres douces pour les zones éloignées de la source de lumière, tandis que j'ai utilisé des ombres plus marquées pour souligner les reliefs comme les marches,
les escaliers ou les bords des pierres, les bords du mur de pierre. Vous pouvez télécharger gratuitement 3 livrets que j'ai rédigés sur les techniques et les fournitures nécessaires à la pratique du pastel sec, grâce au lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous. J'ai mis au point 2 formations dédiées au pastel sec, issues de la même base en fin de compte, puisqu'il y a une des formations qui compte plus d'une vingtaine d'heures, qui s'appelle Pastel et Talent, et une seconde plus condensée, qui s'appelle Pastel et Découverte. Les bases théoriques sont les mêmes pour ces 2 formations, il y a juste une petite différence, puisque Pastel et Talent est bien plus complète, notamment au niveau des exercices. Alors comment définir les volumes par les ombres? L'une des fonctions principales de l'ombre est de rendre les objets tridimensionnels. C'est en travaillant correctement la transition entre la lumière et l'ombre que vous pouvez faire ressortir des volumes. Par exemple, dans ce tableau, les escaliers en pierre sont éclairés par une lumière plutôt naturelle, tandis que les bords des marches sont directement exposés à la lumière. Les parties sous les marches sont dans l'ombre de la végétation, on ne sait pas trop un petit peu comment ça se passe. Pour représenter cela, j'ai utilisé une gamme de couleurs de gris, de couleurs froides, de bleu foncé, pour faire des ombres portées, de mauve, et des teintes plus chaudes, comme celle d'un jaune très pâle, pour les zones qui sont illuminées directement à la lumière. Le contraste entre ces 2 zones accentue la tridimensionnalité des escaliers. Alors, quelle est la différence aussi entre l'ombre portée et l'ombre propre? Eh bien, il est important vraiment de distinguer ces 2 types d'ombre. L'ombre propre correspond à la partie d'un objet qui n'est pas directement éclairée par la lumière, tandis que l'ombre portée, elle, est projetée sur une surface à proximité de cet objet. Voilà, c'est une définition, et dans ce tableau, on voit clairement que j'ai les 2 types d'ombre. On peut prendre l'exemple du mur qui est donc sur la partie gauche, qui a une ombre propre et aussi une ombre portée. On voit également que la végétation a aussi une ombre portée qui va se retrouver un petit peu grosso modo au-dessus des marches. Alors puisqu'on a parlé des ombres, on va aussi parler de la lumière. La lumière dans ce tableau ne sert pas seulement à éclairer, elle crée aussi une ambiance chaleureuse. J'ai utilisé des tons chauds comme de l'ocre jaune et même un petit peu d'orange dans les zones les plus exposées au soleil. Et j'ai pu ainsi donner une sensation de chaleur à la scène de ce tableau. La lumière éclatante du soleil, qu'on devine sur la gauche, contraste fortement avec les ombres qui sont plutôt bleutées ou grises, dans des zones plus froides donc, et qui renforcent ainsi l'impression d'une journée ensoleillée en fin de journée. Alors puisqu'il y a des ombres et des lumières, comment se passe la transition entre l'ombre et la lumière? Donc c'est un autre aspect aussi important, la transition entre l'ombre et la lumière, et elle ne doit pas être, si possible, abrupte, sauf dans des cas rares, exceptionnels, où vous souhaitez créer un effet dramatique particulier. Ici, j'ai travaillé avec des nuances intermédiaires pour adoucir ces transitions. J'ai donc superposé plusieurs couches de pastel avec des teintes différentes pour créer des effets de dégradé subtils. J'ai fait des estompes, j'ai des zones éclairées, des zones ombragées, mais elles ne sont pas aussi nettes que ça, puisque j'ai des fois mélangé un petit peu les couleurs chaudes et les couleurs froides. Par exemple, sur le mur en pierre, j'ai utilisé des gris intermédiaires pour faire la transition donc entre l'ombre propre des pierres et les zones en pleine lumière. Voilà, tout ça, ça adoucit le contraste et ça donne un rendu plus naturel. Alors avec les ombres, on peut aussi créer de la profondeur. C'est un des points et un des grands avantages de maîtriser les ombres et la lumière, puisque ça nous donne la possibilité de créer de la profondeur dans une œuvre. Dans ce tableau, j'ai utilisé des ombres plus foncées dans l'arrière-plan,
dans les creux et sous les buissons aussi, sous la végétation, derrière les escaliers, ce qui fait ressortir les objets qui sont au premier plan et qui sont directement exposés à la lumière. C'est un jeu de contraste qui renforce l'effet de profondeur et qui guide le regard du spectateur vers les éléments de la composition. Donc pour conclure sur la lumière et les ombres, retenez que le travail des ombres et des lumières est essentiel pour donner vie à une œuvre, pour la rendre plus dynamique, plus captivante, et en observant attentivement la lumière, en jouant avec des nuances et en maîtrisant les transitions entre les ombres et la lumière, vous pouvez non seulement définir des volumes, mais aussi créer une ambiance, un contraste, une profondeur qui captiveront l'œil du spectateur. Le pastel sec, avec sa capacité de superposition des couches et à estomper facilement, est vraiment un médium idéal pour explorer et exprimer pleinement ces jeux d'ombre et de lumière. Deuxième principe très important dans ce tableau, les textures et ces impressions de détails réalistes. Je vais commencer par vous parler des textures parce que le travail des textures au pastel sec est vraiment essentiel pour donner du réalisme et de la profondeur à vos œuvres, et c'est surtout lorsque vous représentez des surfaces aussi variées que des pierres, des murs ou de la végétation. Ici dans ce tableau, j'ai porté une attention toute particulière sur chaque élément, bien sûr, en créant des textures spécifiques qui non seulement enrichissent la scène visuellement, mais qui invitent aussi le spectateur, l'observateur, à ressentir presque physiquement les matériaux représentés dans ce tableau. Le pastel sec, par sa nature poudreuse et assez malléable en fait, est un outil, un médium vraiment parfait pour ce type de rendu texturé. Alors comment fait-on pour créer des textures aussi réalistes avec le pastel sec ? Lorsque vous travaillez des textures, pensez à la manière dont la lumière réagit sur les différentes surfaces. Par exemple, pour les pierres du mur et de l'escalier, j'ai voulu retranscrire à la fois leur rugosité et la façon dont elles attrapent la lumière du soleil. Alors il n'y a pas que la rugosité aussi, il y a aussi tout ce qui vient se déposer sur les pierres, il y a de la mousse, il y a plein de petites choses. Voilà, tout ça, ça crée un ensemble. Et le premier réflexe est de comprendre la structure sous-jacente de l'objet que vous peignez. Dans le cas des pierres, chacune a une forme irrégulière, avec des bords qui peuvent être plus ou moins nets, usés, et j'ai donc commencé par esquisser la structure générale avec des bords, et puis progressivement j'ai ajouté des couches de couleurs en variant bien sûr la pression du pastel sur le papier. Alors, en appuyant plus fortement avec un pastel tendre, je peux poser des couleurs plus saturées, créer des zones d'ombre plus ou moins marquées avec plus ou moins de détails, et à l'inverse, en allégeant ma pression, eh bien j'obtiens des effets plus diffus et des transitions plus douces entre les différentes zones de lumière et d'ombre. Cela me permet de simuler la porosité des matériaux, comme la pierre. Je joue également avec la texture du papier lui-même pour créer des irrégularités qui rendent les pierres plus ou moins authentiques. Alors jouer avec les nuances pour enrichir les textures, ça c'est un point qui est vraiment très important. C'est vraiment une des clés pour rendre la texture des pierres, notamment dans cet exemple, dans ce tableau, avec d'autres éléments comme le bois, le crépi d'un vieux mur comme celui-ci, et de travailler en couches successives. Par exemple, sur les murs de cette maison, j'ai utilisé une première couche de ton relativement neutre, des valeurs moyennes, pour créer une base. Et ensuite, j'ai appliqué des couches de couleurs légèrement plus vibrantes, comme un jaune ocre et un mauve assez pâle
pour les ombres, pour évoquer les irrégularités de la surface, les traces du temps et surtout les jeux de lumière sur les murs. L'idée est de ne pas se limiter bien sûr à une seule couleur pour chaque matériau, mais au contraire de combiner plusieurs nuances pour donner un aspect vivant et naturel au tableau. Sur les pierres, vous pouvez remarquer que j'ai ajouté des touches de jaune pour des arêtes. Alors, c'est du jaune, du blanc, en tout cas c'est une couleur assez claire. Ce sont les arêtes qui vont capter la lumière du soleil, mais aussi j'ai ajouté des petites touches de bleu pour faire les ombres, du bleu, du violet, du mauve, et ces petites nuances supplémentaires enrichissent vraiment l'image et créent une impression de profondeur. Voilà, que ce soit au niveau de la maison, mais aussi au niveau du mur et des marches. Le bleu dans les ombres, par exemple, suggère un contraste froid avec la chaleur du soleil, renforçant ainsi l'idée d'une lumière vive qui illumine le décor. Il ne s'agit pas seulement de représenter fidèlement un objet, mais aussi de le placer dans une atmosphère avec la température et l'ambiance du moment, l'heure de la journée. À présent, je vais vous parler des textures pour tout ce qui va être végétation. Alors là, c'est un équilibre assez subtil. Les buissons et les plantes sont un excellent terrain de jeu pour expérimenter les textures avec le pastel. Alors, contrairement aux pierres, qui demandent un travail plus précis, plus structuré, la végétation peut être beaucoup plus libre, et parce qu'il y a aussi une question de gestuelle. Elle peut être amenée, déjà elle pousse, elle bouge, mais il peut y avoir des petits effets de vent, de courant d'air, qui font qu'elle peut être amenée à bouger. Bon. Ici, j'ai utilisé un pastel tendre pour ajouter des couches de vert plus ou moins claires. J'ai mis du jaune, j'ai mis aussi du rouge pour jouer avec les couleurs complémentaires dans ce tableau. Et tout ça, ça suggère aussi une végétation luxuriante et ça donne un certain dynamisme au niveau des plantes. Ce qui est vraiment important dans ce type de travail, c'est de ne pas chercher à dessiner chaque feuille, chaque fleur en détail. Le but, c'est simplement de suggérer la densité, la vitalité des plantes à travers des petites touches de couleur et des petits gestes rapides. Voilà. Un excès de détail risquerait par exemple d'alourdir l'image et de la rendre moins fluide. Ça pourrait attirer l'œil sur un détail qui n'en vaut pas la peine. Donc j'utilise ici la superposition de couches pour créer un effet de profondeur avec des valeurs plus ou moins fortes, en posant d'abord des verts sombres et ensuite j'ajoute des petites touches plus claires à l'avant. Côté soleil, je crée une impression de volume comme si les plantes allaient presque sortir du tableau, voilà, pour essayer de donner un petit peu de relief à l'ensemble. Un point important aussi, c'est l'équilibre entre la texture et la lumière. Pour finir, la texture n'est pas uniquement une question de relief et de matière. Elle est bien sûr intimement liée à la lumière. Et dans cette scène, la lumière joue vraiment un rôle clé, surtout sur le côté gauche de la maison, sur les escaliers aussi, sur le mur de la maison, un petit peu partout. C'est vraiment un tableau qui joue sur les effets de lumière. En jouant avec des contrastes marqués entre les zones éclairées et ombragées, j'ai pu accentuer comme ça la texture de la pierre, des pierres du mur, et par exemple, les ombres portées des fleurs, des feuilles sur le mur, sur les marches aussi, l'ombre portée des pierres sur les marches, souligne la structure de l'ensemble et donne une sensation aussi de 3 dimensions, voilà, de relief dans l'ensemble. J'utilise des couleurs plus froides dans les ombres, bien sûr, comme le bleu, le mauve, le violet. Et pour renforcer ce contraste, j'utilise des teintes chaudes
pour les zones qui sont éclairées, donc exposées au soleil. Donc pour conclure, la texture dans ce tableau sert à la fois à rendre les matériaux et à renforcer l'atmosphère de la scène. Chaque élément, qu'il s'agisse des pierres, des murs, de la végétation, est traité de manière à créer une harmonie visuelle tout en étant fidèle à ses propres caractéristiques matérielles. Voilà, c'est ce souci du détail et de la texture qui donne à ce tableau une impression de réalisme et de profondeur. Abordons à présent un autre principe très important qui est la superposition des couches de couleurs. Donc la superposition des couches de couleurs est vraiment l'une des techniques clés pour maîtriser l'art du pastel sec. Elle permet de créer des nuances riches, des dégradés subtils, des effets de texture qui donnent de la vie à vos œuvres. Voilà. Contrairement à d'autres médiums, comme la peinture à l'huile ou l'acrylique, où les couleurs peuvent être mélangées directement sur une palette, le pastel sec se travaille directement sur le support. C'est dans cette capacité à mélanger et à superposer les pigments sur le papier que réside toute la magie de ce médium. Donc c'est un principe de superposition. Le pastel sec ne se mélange pas sur une palette, comme je vous le disais, mais directement sur votre papier. Chaque couche que vous ajoutez influe sur les suivantes. Ça peut créer ainsi des effets de transparence, des effets de profondeur, et l'idée de poser des couches fines et successives, en jouant sur les teintes et les intensités pour obtenir des couleurs vibrantes et assez vivantes, et bien tout ça, ça nécessite vraiment une certaine patience, car il faut éviter d'appliquer des couches trop épaisses dès le début, sinon vous allez saturer votre papier. Le but est d'accumuler les pigments sans saturer le papier, car sinon ça pourrait rendre les nuances plus difficiles à travailler par la suite, et surtout vous n'arriverez plus à rajouter de couleurs. Voilà, le papier est saturé, il n'accepte plus de pigments, vous pouvez plus mettre de couleurs les unes sur les autres. Dans ce tableau que je réalise donc, la superposition des couleurs est utilisée pour rendre la texture des pierres, le reflet sur les marches, et les ombres aussi projetées sur les murs. J'ai commencé par des couches fines, en utilisant des valeurs pas trop fortes au début pour repérer les zones éclairées et à l'ombre, et j'ai pu ainsi construire progressivement des zones plus intenses avec des pastels plus sombres et lumineux pour donner du relief à l'ensemble. Donc pour réussir tous ces effets de superposition, eh bien, pour que tout soit harmonieux, il est important de bien choisir ses fournitures. Le choix du papier est vraiment crucial. Il y a certains papiers qui sont spécialement conçus pour le pastel sec, et qui offrent avec des surfaces plus ou moins texturées qui permettent d'accrocher plusieurs couches de pigments. Là, j'ai utilisé un Canson Me-Tint Touch. C'est un papier que j'aime beaucoup travailler parce qu'il permet des estompes assez faciles. Vous avez d'autres papiers qui sont excellents comme le Pastel Mat également, qui lui est pour moi davantage dédié pour le travail dans les détails. Et vous en avez d'autres aussi, il y a le Pastel Card, il y a une multitude d'autres papiers spécifiques au pastel sec qui sont très bons. Si c'est un papier qui n'est pas spécifique au pastel sec, eh bien le risque c'est d'avoir une mauvaise captation des pigments et donc votre papier va s'effacer facilement avec le temps, ou même vous n'arriverez pas à cumuler, superposer les couches les unes sur les autres. Ensuite, le type de pastel à utiliser aussi influence sur la superposition. Les pastels tendres sont riches en pigments et permettent de superposer facilement les couches tout en se mélangeant très bien entre elles. Voilà. Ils sont vraiment parfaits. Moi, je les ai utilisés en tout cas directement pour ce tableau et pour créer des effets de fondu, de transition
entre les teintes, moi je trouve que c'est vraiment l'idéal. Les pastels durs, quant à eux, conviennent davantage pour les premières couches, pour faire des esquisses, pour faire des détails aussi, quand on fait notamment sur des papiers, pour faire des petits poils d'animaux. Voilà, en fait, il faut aussi adapter son pastel au papier que l'on utilise. Voilà. Dans ce tableau, j'ai commencé par poser mes premières couches de façon légère. Ce sont des couches de base qui m'ont permis de définir les grandes zones de couleurs et qui me servent surtout aussi dans ma composition. À présent, je vais corriger mon pilier parce que je trouve qu'il est un petit peu trop haut, il y a une pierre en trop qui me plaît pas, donc je l'efface avec une gomme bite peint et je viens reconstituer mon mur derrière. Donc je reprends mes couleurs, mes valeurs, avec des couleurs froides, et donc j'efface de la réalité cette pierre en plus. C'est un des intérêts assez pratiques du pastel sec, c'est qu'on peut facilement faire des reprises sans forcément détruire tout ce qu'on a fait au préalable. Ce sont des couches qui ne doivent pas être trop intenses car leur rôle est d'apporter en fait de nourrir le papier, de préparer ma surface pour les couches qui vont suivre par la suite. Dans le cas de mon tableau, j'ai utilisé des tons doux pour poser les premières couleurs, le jaune et le mauve, notamment sur les murs de la maison, et j'ai veillé à surtout ne pas saturer mon papier dès le départ. Une des techniques très efficaces consiste à estomper légèrement les premières couches avec le doigt. Ça permet de bien faire adhérer les pigments au papier et de créer un fond homogène. Attention vraiment, toutefois, ne pas trop estomper parce que sinon, eh bien, quand on estompe, on a tendance à effacer aussi certaines nuances et à rendre une surface trop lisse, ce qui pourrait compliquer par la suite les couches qu'on pourrait être amené à mettre par-dessus. Chaque couche doit être appliquée avec soin. N'appuyez pas trop fort, sinon vous risquez de saturer le papier ou de le faire disparaître sous trop de couches dès le départ. Vous pouvez également jouer avec la texture et en variant la pression pour obtenir donc des aplats de couleurs plus subtils. Les dernières couches de pastel sont celles qui vont vraiment donner vie à votre œuvre. C'est ce que je fais lorsque je fais les finitions. Elles sont utilisées vraiment pour apporter le détail fin, rehausser les effets lumineux, donner des contours précis, ou encore des textures spécifiques comme la rugosité d'une pierre, la douceur d'une plante. Donc des petites touches finales qui sont souvent utiles pour travailler avec des pastels très tendres parce qu'ils permettent de déposer beaucoup de pigments sur une petite surface et donc ça peut donner aussi des impressions de détail, de préciser certains aspects qui peuvent apporter du naturel aussi à votre tableau. J'ai également utilisé un pastel très dur pour faire les arêtes de mes pierres, puisque j'ai utilisé des crayons pastel Caran-d'Ache. Ça m'a permis aussi de faire des effets nets, comme eh bien, l'esquisse que j'ai fait au début de mon tableau, et aussi pour dessiner les petites fissures des pierres. Donc là, je suis vraiment rentré avec un pastel très dur. Les crayons pastels sont des pastels durs, très durs. Et ça peut être important aussi pour faire des détails qui sont fins. Donc pour en finir avec la superposition des couches, sachez que c'est vraiment une technique indispensable pour obtenir un joli résultat riche, vivant avec le pastel sec. La superposition, ça permet de jouer avec les nuances, les contrastes, les textures pour créer des œuvres vraiment dynamiques. Il faut y aller progressivement. Il faut construire ses couleurs couche par couche, bien choisir son papier et vous pourrez ainsi donner une véritable profondeur, une intensité à votre création. En tout cas, vous vous donnerez certainement de bons moyens pour capter l'attention du spectateur
qui va relever bien sûr toute la magie que vous avez bien voulu mettre dans votre tableau. Enfin, le dernier principe de ce tableau, c'est l'organisation de l'espace, ce qu'on appelle la composition. La composition désigne la manière dont les éléments d'un tableau en fait sont organisés sur la surface de votre travail, de votre feuille. C'est une sorte de plan en fait, un plan visuel qui assure que chaque partie de l'œuvre est bien à sa place, tout en créant une harmonie globale. La composition peut être comparée à la structure d'un texte littéraire par exemple, où chaque chapitre ou paragraphe a un rôle à jouer pour former un ensemble cohérent. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on fait un tableau. Chaque élément, qu'il s'agisse d'un objet, d'une figure humaine ou même d'un simple espace vide, peut avoir un but précis. On peut aussi ajouter à cela ce que l'on appelle la focalisation multiple, qui revient à créer des points d'intérêt secondaires. Je prends un exemple, bien que les escaliers soient le point focal principal de ce tableau, quasiment, eh bien, il est tout à fait possible d'ajuster des points d'intérêt secondaires pour enrichir mon œuvre et offrir à la lecture donc de ce tableau un peu plus de richesse. Dans ce cas, par exemple, les plantes et les arbres autour, les arbres qui sont en arrière-plan, les fleurs aussi autour des marches jouent un rôle. Le balcon, même si on le voit très peu, ce sont des présences qui ajoutent de la vie, de la diversité à la composition, tout en encadrant visuellement la scène. Donc à présent, je viens corriger la perspective de mon mur qui va sur le jardin arrière parce que je trouve que la perspective n'est pas bonne. Donc je viens simplement rajouter un effet de lumière avec un pastel plutôt clair, mais avec une couleur froide. Puisque c'est en arrière-plan, c'est pas un des points les plus importants, je le fais avec une couleur froide. Et j'en profite pour rajouter quelques petits rayons de soleil avec un pastel également clair. Donc j'alterne aussi des couleurs chaudes et froides pour mes rayons de soleil et une petite couche de beige au sommet de mon mur pour donner ce petit éclat de l'arête du mur qui est directement exposé à la lumière du soleil. On va retrouver aussi les détails subtils dans les feuillages, les petites fleurs, les petites touches de lumière, les petites lézardes sur les murs. Tout ça, ce sont autant d'éléments qui capturent l'attention et qui incitent en fait le spectateur à explorer l'ensemble du tableau. Et il est important que ces points d'intérêt secondaires ne viennent pas concurrencer le point focal principal, mais plutôt de le compléter, d'enrichir l'expérience visuelle de la personne qui va regarder votre tableau. Tout à l'heure, j'avais corrigé mon pilier en supprimant une pierre, et bien je vais en supprimer une deuxième parce qu'elle ne me plaît pas non plus. Je vais l'aligner sur mon balcon. Donc même chose, j'utilise une gomme mie-de-pain et je viens redessiner mon mur par derrière en rajoutant quelques effets de texture pour vraiment camoufler l'ensemble. Je rehausse mon arête et le tour est joué en quelques instants. C'est vraiment très très simple et très facile à faire. Vous pouvez retenir que la composition et la focalisation sont deux aspects vraiment fondamentaux dans la création d'un tableau, dans une œuvre artistique. Et elles permettent non seulement de structurer l'espace, mais aussi de créer un équilibre visuel et de guider le regard du spectateur, de mettre en valeur certains éléments essentiels du tableau. Et c'est grâce à différentes techniques, on peut aussi utiliser la règle des tiers pour s'aider, eh bien, le contraste, des jeux, des lumières aussi peuvent rentrer dans la composition. Avec tout ça, vous pouvez maîtriser et créer des œuvres qui vont retranscrire tout le naturel de la scène.
Autre correction dans ce tableau, je trouve que le coin de mon mur est mal placé. J'ai fait des tuiles qui vont un petit peu trop loin, donc j'avais le choix. Soit je reprenais mes tuiles, soit je décalais mon arête du mur. J'ai préféré décaler l'arête et favoriser donc la zone en couleur chaude. Donc un coup de gomme mie-de-pain et je viens redessiner mon mur par-dessus. Et bien sûr, je n'oublie pas de rajouter mes effets de lumière et de texture et le tour est joué. Je vais rajouter aussi quelques petites touches de rouge dans ma végétation puisque couleur complémentaire, le vert, le rouge, ça se marie bien, ça va me permettre de rehausser quelques petites zones et je pense que pour moi tout y est. Je redessine mon mur. J'en profite pour ajouter quelques petites touches de lumière qui passent directement à travers la végétation, puisque j'ai les rayons du soleil qui viennent de la gauche. Je fais quelques petites projections sur mon mur, une petite estompe, et mon mur est refait. À présent, je suis dans les dernières petites retouches de mon tableau, j'arrive à la fin. Je rajoute des petites lézardes pour que mon mur soit homogène. Je redessine mon balcon puisqu'il s'est effacé en refaisant le mur. Je refais mes barreaux. Voilà, je fignole les derniers petits détails de ma maison ensoleillée. J'en profite pour ajouter un petit peu de végétation, renforcer mes zones sombres. Quelques plantes grimpantes qui montent le long du mur. Je vais rajouter aussi un peu de végétation en haut à droite puisque je trouve que ça manque, il manque quelque chose dans ce coin. Là, ce sont les petits détails que je vois quand je prends du recul sur mon tableau. Je pense qu'il faut retoucher des petits points comme ça. C'est purement esthétique. Je rehausse quelques arêtes de mes pierres et je suis à la fin de mon tableau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que tous mes conseils vous apporteront le petit plus qui vous permettra de faire de jolis tableaux. Et si vous avez apprécié, eh bien écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour m'avoir supporté pendant tout ce tableau. C'est un tableau que j'ai réalisé en 3 heures, j'avais oublié de vous le préciser. Je vous dis à très bientôt et on se revoit pour une nouvelle vidéo très prochainement.